Et cette question, ce soir, va-t-on un jour manquer d'eau sur Terre? Les pénuries s'intensifient à travers le monde en raison de notre consommation et de la sécheresse également. Alors, quelles conséquences sur la santé, sur l'économie ou encore sur la survie des populations? Et quelles solutions apporter à moyen et long terme? Pour en débattre avec nous ce soir, trois invités, Alexandre Brun et Frédéric Lasserre. Vous êtes tous les deux géographes et vous avez signé ce livre, Le partage de l'eau, aux éditions Odile Jacob. Sylvain Baronne également est avec nous. Sylvain Baronne, vous êtes chargé de recherche en sciences politiques à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous êtes co-auteur de l'ouvrage Les politiques de l'eau, qui est sorti cette fois-ci aux éditions LGDJ. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors je vais commencer par vous, Sylvain Baronne. Est-ce que nous pouvons affirmer, pour démarrer ce débat, que oui, nous manquons cruellement d'eau actuellement? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Alors oui, effectivement, nous manquons d'eau. On peut rappeler quelques chiffres pour le signaler. Une centaine de communes sans alimentation en eau potable, ou encore plus des 2/3 des départements français, tout ou partie en situation de crise, avec donc des restrictions d'eau plus ou moins importantes selon les endroits. Donc effectivement, on manque d'eau. On manque plus particulièrement d'eau dans certaines zones. Et donc tout ça génère un certain nombre de conflits d'usage et de tensions autour de la ressource. Alors ça, c'est pour la situation en France. On va voir dans quelques instants comment ça se passe dans d'autres pays du monde. Je voulais vous faire écouter une déclaration d'Emmanuel Macron, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Sylvain Baronne. Emmanuel Macron qui revenait justement sur la fin de l'abondance, des mots que l'on a beaucoup commentés. Et il parle notamment de cette question de l'eau. Écoutez. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force. La fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Sylvain Baronne, que l'on comprenne bien, est-ce que selon vous, il y a un problème de solidarité face à la sécheresse actuellement en France? Et est-ce qu'il faut engager une réflexion démocratique sur le partage de l'eau, selon vous? Alors oui, effectivement. Donc, la fin de l'abondance, ça fait plusieurs décennies que la recherche et les scientifiques en parlent. Donc effectivement, il faut absolument sortir de cette idée selon laquelle l'eau est une ressource infinie, ou en tout cas mobilisable à l'infini. Ça, c'est une chose importante. Et du coup, il faut effectivement engager, me semble-t-il, une réflexion aussi démocratique et inclusive que possible sur le partage de l'eau. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de faire des restrictions d'eau ou de réfléchir au partage de l'eau, mais en situation de crise. Il faut absolument engager des réflexions sur le partage de l'eau en situation, je dirais, normale, réfléchir à la légitimité peut-être de certains usages. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de polémiques cet été autour des golfs, par exemple, ou d'une certaine agriculture irriguée. Donc effectivement, je pense qu'il y a urgence à avoir cette réflexion inclusive sur l'avenir du partage de l'eau. Alexandre Brun, je me tourne vers vous à présent. Vous avez justement écrit un livre sur le partage de l'eau avec Frédéric Lasserre. On va sortir un petit peu de l'exemple de la France. On va aller au Maghreb, où le stress hydrique est désormais la norme dans cette région. Est-ce que, selon vous, dans cette région, notamment, la bataille de l'eau est perdue? Est-ce qu'on pourrait imaginer un partage de l'eau plus important, plus équitable, notamment donc dans ces pays du Maghreb? Alors une bataille de l'eau perdue, certainement pas. Aucune bataille n'est perdue. On est tout à fait capable de réparer les bêtises du passé et on peut aussi aller puiser dans les héritages des techniques des civilisations anciennes. Mais pourquoi aujourd'hui se pose le problème du partage de l'eau? C'est tout simplement parce que l'eau est rare. On parle de la planète bleue. En effet, 70% du globe est recouvert d'eau, mais cette eau est essentiellement salée. En réalité, l'eau douce, c'est 2 à 3% du stock d'eau, et encore faut-il que cette eau soit disponible. Et de fait, l'eau à la fois est rare, mais elle est surtout très inégalement répartie dans l'espace à l'échelle du globe. Et ce qui est vrai à l'échelle du globe est vrai évidemment à l'échelle régionale. Alors à l'échelle du globe, finalement, il y a 4 grandes situations. Il y a des pays qui sont riches
sur le plan économique, j'entends, mais qui sont aussi riches en eau. C'est le cas du Canada, par exemple. Il y a des pays qui sont riches, mais qui sont pauvres en eau, mais qui, grâce à des investissements dans les technologies nouvelles, par exemple dans le dessalement d'eau de mer, dans la réutilisation des eaux usées, ces pays s'en sortent. C'est typiquement le cas des pays du Golfe ou d'Israël. Il y a des pays qui sont riches en eau, mais qui peinent à optimiser la gestion de l'eau. C'est le cas, par exemple, du Brésil. Et puis, il y a des pays, je dirais toute la bande saharienne, subsaharienne, qui connaît d'immenses difficultés, à la fois sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan de l'eau. Évidemment, les deux sont à rattacher. Frédéric Lasserre, est-ce qu'on pourrait imaginer que certains pays, comme le Canada, dont Alexandre Brun vient de parler, ou encore la Russie, je pense à la Russie notamment, est-ce que certains pays pourraient être tentés d'exporter l'euro comme certains exportent leurs hydrocarbures ? Alors, c'est une possibilité qui a été évoquée depuis en fait fort longtemps. Dès les années 60, on s'aperçoit que des projets de transfert massif, puisque c'est ainsi qu'on a appelé ces possibilités d'exportation de l'eau, ont émergé sous la plume de cabinets d'ingénieurs, de cabinets conseils, portés parfois par les gouvernements. Mais souvent, ces projets ont suscité aussi beaucoup de réactions de la part du public, qui n'était pas nécessairement très d'accord avec ces possibilités d'exporter la ressource nationale. En particulier au Canada, ça fait longtemps qu'il y a tout un débat sur la pertinence de confier une partie de la ressource comme ça aux États-Unis, alors qu'on a peur de devenir finalement assez dépendant des prises de position politiques à Washington. Et surtout, on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait qu'on partage une ressource avec les États-Unis qui ont encore finalement beaucoup de mal à gérer de façon optimale leurs ressources. En fait, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on partage l'eau avec un voisin qui gère mal sa ressource. Dans d'autres régions, ce qui a aussi été observé, c'est qu'on s'aperçoit que le coût de tel projet de transfert est assez élevé et que finalement, c'est pas évident qu'il y aura nécessairement un marché à terme pour ce genre de projet. Alors, Frédéric Lasserre, on n'a pas entendu la fin de votre réponse, mais je vais me tourner cette fois-ci vers Alexandre Brun. Alexandre, je vais peut-être vous poser une question un petit peu naïve. Est-ce qu'on peut aller puiser davantage d'eau dans la mer ou dans les océans pour la consommer ou l'utiliser selon vous ? Absolument, on peut, et il y a aujourd'hui de nombreux pays, j'ai évoqué Israël, mais il y a d'autres pays qui traitent l'eau de mer, qui la dessalent. Il y a des exemples, en Europe. Il y a la possibilité de dessaler l'eau de mer. Puis il y a la possibilité de réutiliser les eaux usées. Ce sont deux possibilités qui relèvent d'une technologie déjà largement éprouvée. La question qui se pose, c'est finalement de savoir si, au-delà des technologies, on peut, nous, sociétés modernes, qui faisons très confiance finalement au progrès technique, si on est capable de faire davantage confiance sur la nature. Car finalement, ça fait des décennies que la modernisation de l'agriculture dans les pays occidentaux s'est traduite par davantage d'irrigation, davantage d'utilisation de produits phytosanitaires qui polluent l'eau et donc compliquent le traitement de l'eau potable. Bref, il faut peut-être aller chercher du côté des zones humides, ces étangs, ces mares, ces marais, ces estuaires que les sociétés urbaines aménagent de façon parfois irrationnelle, ce qui pose à la fois un problème en termes de gestion des déficits, mais qui pose aussi des problèmes lors des inondations. Sylvain Baron, vous êtes d'accord avec le constat d'Alexandre Brun? Il faudrait une nouvelle politique de l'eau au niveau mondial dans les mois, les années à venir? Alors, qu'il faille faire évoluer la politique de l'eau, il me semble que c'est effectivement une évidence. Je parlerai plutôt du cas français, qui est le cas que je connais le mieux. On a une politique de l'eau qui est très ancienne, qui est bien structurée, avec beaucoup d'outils et des acteurs très légitimes et qui interviennent de manière très proactive sur les questions d'eau. Je pense notamment aux agences de l'eau. Simplement, cette politique de l'eau, elle est en partie aujourd'hui inefficace pour différentes raisons. C'est-à-dire que la réglementation existe, elle est même assez dense, assez ambitieuse, mais on a du mal à la faire appliquer pour des raisons de manque de moyens. On a des incitations financières qui sont sans doute insuffisantes, en tout cas qui portent insuffisamment sur les gros consommateurs d'eau. Il y a la technologie qui est une piste effectivement à travailler. Alexandre évoquait la réutilisation des eaux usées traitées. Alors c'est vrai qu'en France, on a des marges de progression,
Mais il me semble qu'au-delà de tous ces sujets, il y a des questions de choix politiques qui sont extrêmement importants. Il ne faudra pas compter sur la seule technologie ou sur les seuls mécanismes financiers pour faire avancer les choses. Il y a des choix politiques à faire extrêmement forts. Il faut que ce qu'on sait depuis des années en termes de changement climatique, en termes de gestion de l'eau, infuse en fait dans tout un tas de politiques publiques. Je pense aux politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et aussi beaucoup aux politiques agricoles. Frédéric Lasserre, je voulais vous faire commenter un chiffre. Regardez ce chiffre. 45% de la consommation d'eau vient de l'agriculture. C'est un chiffre qui concerne la France pour cette donnée. C'est l'un des principaux problèmes actuellement, cette consommation, cette surconsommation, pourrait presque-t-on dire, de l'agriculture par rapport à l'eau. Est-ce que donc il faudrait davantage faire payer les agriculteurs qui consomment cette eau ou pas ? Ça dépend beaucoup des régions, mais vous citez ce chiffre de 45% de l'eau qui est consommée par le secteur agricole en France. Il faut savoir que dans l'Ouest américain, c'est 75 à 80% de l'eau qui est consommée par le secteur agricole. Donc selon les régions, selon l'intensité de la mobilisation de la ressource en eau par le secteur agricole, on peut avoir des proportions qui sont effectivement très très élevées, imputables à cette activité. Ce que ça veut dire, c'est que dans beaucoup de régions, le problème de la gestion de l'eau, c'est beaucoup un problème de la gestion de l'eau par le secteur agricole. Alors ça pose en conséquence les questions, est-ce qu'on peut modifier les techniques, est-ce qu'on peut modifier les façons de faire des agriculteurs? Et parmi les options qui sont à la disposition des pouvoirs publics, il y a effectivement la possibilité de facturer, de faire payer aux agriculteurs. Un des problèmes en Californie, dans l'Ouest américain en général, c'est que précisément les entreprises agricoles, les exploitants, payent très très peu cher pour l'accès à l'eau. Du coup, ils ne voient pas très bien, et c'est tout à fait légitime, pourquoi ils devraient faire des efforts pour optimiser leurs usages de l'eau, puisque ça ne leur permettrait pas d'économiser. Alexandre Brun, je vais vous laisser le mot de la conclusion. Est-ce que, toutefois, selon vous, il y a des motifs d'espoir dans cette bataille de l'eau? Est-ce qu'on peut encore la gagner, cette bataille? Je vous l'ai dit, les sociétés sont tout à fait capables de réparer les bêtises du passé, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Mais pour revenir à ce que disait Frédéric, évidemment, il y a la question de la fiscalité de l'eau qui se pose. Le principe pollueur-utilisateur-payeur doit être équitable. L'agriculture ne peut plus échapper comme elle échappe encore aujourd'hui, même si, évidemment, ça fragilise considérablement les exploitations, mais se pose la question de qui paye à quelle hauteur. Et puis, la question de la répression aussi. C'est bien de mettre tout le monde autour de la table, mais il faut penser qu'il y a des règles et que ces règles, elles doivent être appliquées et appliquées pour tous et pas seulement pour le propriétaire de piscine, mais aussi pour celui qui va épandre du lisier dans une zone interdite ou va pomper de façon excessive et finalement précipiter une situation de déficit hydrique qui accentue déjà par ailleurs le réchauffement climatique. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Alexandre Brun, Frédéric Lasserre et Sylvain Baronne d'avoir participé à ce débat donc autour de la question de l'eau. Et si cela vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, vous pouvez retrouver notre dossier complet sur le sujet sur notre site internet tv5monde.com. Et puis je voulais aussi vous renvoyer au dernier numéro de Courrier International qui vient de sortir et qui propose un dossier tout simplement passionnant sur cette thématique.